Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver dans une nouvelle séance live relative à l'élément de module audit général qui est dédié aux étudiants S6, licence fondamentale, économie et gestion. J'espère que vous êtes devant vos écrans, que ce soit téléphone ou PC ou tablette. Hier, j'avais vu l'échange qui a eu lieu sur la TV2M avec le ministre de l'Éducation et qui avait signalé qu'il y a une égalité des chances. Et j'espère que la technique que nous avons adoptée, celle d'être en live, est très utile aussi bien pour nos likers que pour nous étudiants. Et je signale pour les étudiants qui n'arrivent pas à se connecter tout le temps que j'avais choisi le canal de vous mettre les liens et il suffit d'aller sur des logiciels tels que Flover qui sont online, prendre le lien de la vidéo en question, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, et la télécharger. Et la mettre sur votre téléphone ou sur votre PC. Vous n'avez plus besoin d'être connecté. Donc tout serait chez vous, téléchargé dans votre drive ou sur votre unité centrale ou sur la mémoire de votre téléphone et vous pouvez regarder le moment que vous voulez. N'oubliez pas que quand vous avez la possibilité de se connecter, d'envoyer un mail ou quelque chose dans ce sens pour aviser le prof de l'un de vos soucis. Deuxième élément que j'avais demandé uniquement à mes étudiants des groupes A, C et du groupe de temps aménagé, c'était de répondre à un questionnaire qui demande un peu l'apogée, les emails. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est pour passer à la deuxième étape ultérieurement afin d'échanger avec vous, questions, réponses et traiter quelques exemples d'examens de l'année dernière et des années passées de manière à se préparer aux examens. J'espère qu'ils seront, comme ça a été déjà dit également par le ministre, en présentiel. Bon, gardez espoir, comme je le dis toujours. Nous sommes là pour l'excellence et on démarre cette nouvelle séance. Bonjour à toutes les personnes. Je remercie tous ceux qui me souhaitent le bonjour et on démarre cette séance-là comme ça a été prévu et je l'avais fait en samedi en réponse à plusieurs requêtes, surtout pour les personnes qui travaillent et chapeau pour toutes les personnes qui travaillent soit à domicile de manière à distance ou ceux qui sont obligés de sortir et d'aller travailler. Et je donne un grand salut surtout aux mamans parce qu'ils sont censés travailler plus que les autres. Ils travaillent aussi bien les travaux du ménage, aujourd'hui avec Covid, plus de nettoyage, et également ils doivent faire leur travail à distance et faire l'enseignement à domicile pour leurs enfants. Je salue également tous les staffs qui sont à l'extérieur pour assurer notre bonne santé en fait dans cette situation de confinement. L'objet de cette séquence qui débute maintenant et qui sera suivie par une deuxième autre séquence vers le coup de 10h40 puisque l'on a prévu de faire une pause de 10 minutes. Il porte sur le chapitre 3. Hier, vous avez reçu des liens qui vous mènent sur les nouveaux supports directement. S'il vous plaît, revenez aux deux derniers posts sur ma page et vous allez trouver ces liens. Téléchargez ces documents. Si vous les avez déjà téléchargés, vous avez un PC devant vous, défilez-les et c'est sur la base de ces supports-là qu'on va travailler aujourd'hui. Bon, le chapitre 3, sans beaucoup s'attarder sur le rappel du chapitre 2, le chapitre 2 a porté sur les compétences. Les compétences. Bien évidemment, les compétences sont précédées par des principes et des règles. Les 4 principes étaient l'intégrité, l'objectivité, la confidentialité et la compétence. Pour les normes, on les a divisées en 2 en se référant à l'Institut des auditeurs internes, qui est un institut international, les normes de qualification qui sont liées à la personne de l'auditeur. Et là, le document le plus important, et j'aimerais que vous le gardez en tête, qui retrace un peu les responsabilités de l'auditeur, c'est la charte d'audit interne. La charte d'audit
interne. C'est le premier document fondateur du travail d'un auditeur interne. Quand elle est externe, c'est plutôt les contrats. Le contrat que va élaborer l'auditeur externe avec l'entité à auditer ou le commanditaire ou la loi. La loi, et nous avons signalé que dans ce cadre-là, par exemple, la Cour des comptes est un organe d'audit externe pour les départements où il va aller, mais elle est interne à l'État. Et donc, pour lui, il s'adosse sur la loi. Idem pour l'inspection générale des finances, idem pour le Parlement avec ses commissions, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, nous avons les normes de qualification et les normes de fonctionnement. L'objet du chapitre 3 s'inscrit dans le cadre des normes de fonctionnement. Normes de fonctionnement. Plus spécifiquement, le déroulement d'une mission. Donc, allez-y, si vous permettez. Le chapitre 3 a pour intitulé « Démarche d'une mission d'audit interne ». Démarche d'une mission d'audit interne. Ça n'empêche pas qu'on peut revenir de temps en temps sur les similitudes et les différences par rapport à l'audit externe. Le chapitre 3 est structuré en 4 sections. La première section, c'est le recadrage de la situation. La deuxième, c'est l'outillage méthodologique nécessaire pour faire une mission d'audit. La troisième, c'est la préparation et la réalisation de la mission. Et dernière section, c'est la vérification, le reporting et la surveillance des progrès. La surveillance des progrès, et nous avons déjà parlé de ça en parlant des normes de fonctionnement. Cette première séquence de 20 à 25 minutes porte sur les 2 premières sections, à savoir recadrage de situation et outillage méthodologique. Comme vous le savez, on ne peut pas aller sur un terrain sans se préparer. On ne peut pas aller à un travail sans pour autant au préalable, connu où l'on va aller. Et donc, ça va de soi, il ne faut pas déclencher n'importe quel process avant de connaître où l'on met le pas. Et donc, le recadrage de la situation est très essentiel en matière d'audit interne. Nous l'avons déjà signalé, rien que pour évaluer les risques. Rien que pour identifier et évaluer les risques. Et là, il ne faut pas confondre le travail d'un manager préventif des risques avec celui de l'auditeur interne. Et deuxième section, ça serait l'outillage méthodologique. Comme vous allez le constater, ces 2 sections, en fait, ne sont pas uniquement liées au travail de l'auditeur. C'est des règles de l'art du travail d'évaluation. C'est des règles de l'art de contrôle. C'est des règles de l'art des examens. C'est des règles de l'art de diagnostic. Et donc, même dans vos travaux maintenant de PFE, de mémoire et j'en passe, de stage, vous avez besoin de voir les choses de cette manière-là, c'est-à-dire de celle des 2 sections, celle de recadrage de la situation et celle des outillages méthodologiques. Pour le recadrage de la situation, j'ai essayé de le classer en 6 éléments. 6 éléments. Je vais les citer et on va détailler un à un. Bienvenue aux 70 personnes déjà qui sont en live en ce samedi matin 11 avril dans cette période de confinement. Donc, le premier élément de recadrage de la situation, c'est que l'auditeur doit évaluer à sa juste valeur l'étendue, le périmètre, l'étendue de l'audit, de sa mission. Deuxième élément, il doit également savoir est-ce que l'audité est prêt à collaborer ou pas et quel est son degré de collaboration. Comme vous le savez, les gens ont toujours peur de quelqu'un qui va les examiner, les évaluer, les contrôler, les diagnostiquer. C'est un peu ce que vous faites quand vous allez chez le médecin, surtout dentaire, et vous avez peur quand il commence à agir. Et donc, notre médecin, il va essayer d'évaluer ton degré
ton degré de collaboration. Si vous n'allez pas collaborer, c'est évident, il va te faire une petite piqûre de manière à se stabiliser. Et donc, troisième élément de recadrage de la situation, c'est la gravité de la situation dans laquelle intervient notre auditeur interne. Et bien évidemment, ça va de soi pour ce critère-là de gravité de la situation, ça va de soi également pour l'auditeur externe. Quand quelqu'un, par exemple, aujourd'hui, pour lequel on va le charger de faire audit d'un pays ou d'une organisation ou d'une entreprise dans cette situation de crise qui est exogène à l'économie, c'est pas aussi évident. Okay? Donc la situation est grave et donc l'auditeur doit en tenir compte. Quatrième élément, c'est le budget et le temps qui est alloué pour faire l'audit. C'est ce que nous avons signalé déjà en matière de fonctionnement. Les ressources affectées à l'auditeur interne doivent être suffisantes et en bonne quantité. Suffisantes en quantité, pardon, et adéquates en termes de qualitatif, en termes qualitatifs. Bon, vous avez le cinquième élément, c'est les compétences de l'auditeur. Il doit évaluer ses forces et ses faiblesses. Qu'est-ce qu'il peut réellement apporter? Est-ce qu'il doit intégrer des nouveaux membres dans son équipe? Tout ça est très essentiel. En fin de compte, et c'est là le plus important du recadrage de la situation, c'est d'apprécier les risques inhérents à l'exercice de la mission. Tout ça, comme on va le voir en conclusion, doit nous amener à arrêter une méthodologie de travail. Et on va développer davantage. S'arrêtons maintenant avec le premier élément, étendue de l'audit. Qu'est-ce qu'on entend par l'étendue de l'audit? Est-ce que l'audit va porter sur toute l'organisation? Et là, on parle de stratégique. Est-ce qu'il va porter sur une fonction de l'organisation? Et là, on parle de l'opérationnel et nous avons signalé que si ça va porter sur la stratégie de la fonction, c'est toujours du stratégique. C'est du stratégique. Est-ce que ça va porter sur des opérations, sur des projets? Tout ça est très essentiel, s'il vous plaît. Plus on élargit la mission, plus le recadrage et les moyens à mettre et les outils à déclencher et à travailler avec deviennent de plus en plus importants. Donc, travailler sur toute l'organisation, toute l'entreprise, tout un club sportif, par exemple, si je suis un auditeur interne de club sportif, tout un ministère, si je suis auditeur interne auprès d'un département ministériel ou d'un établissement public ou dans une entreprise publique telle que l'ONCF et autres, tout ça, bien évidemment, ne ressemble pas au fait que je vais, par exemple, évaluer une simple opération, par exemple, de déroulement informatique où je vais contrôler et diagnostiquer, par exemple, le déroulement des achats ou le déroulement des rémunérations, par exemple, si je parle des ressources humaines. Et donc, vous l'avez compris, en matière de recadrage de la mission, premier élément, quel est le périmètre qu'on me donne à auditer ou que je me suis donné? Parce que nous avons dit que l'auditeur interne, c'est lui qui dresse le plan de l'audit et il le met entre les mains du DG, de la direction générale et du conseil pour approbation, validation, bien évidemment. On passe au deuxième élément, c'est le degré de collaboration des audités. Je l'avais déjà signalé. Généralement, les gens ont peur de toute personne qui vient leur faire une évaluation. Et ça va de soi. Il faut comprendre que les audités doivent comprendre que l'auditeur interne est là pour augmenter la valeur ajoutée de l'organisation, à améliorer sa performance, à donner des avis sur les risques inhérents, sur les éléments de problèmes, d'anomalies et de dysfonctionnement, ce qui permet d'améliorer le travail. Et donc, ça n'a pas de sens et que les audités ne collaborent pas, surtout quand il s'agit de l'audit interne. On peut comprendre quand il s'agit de l'audit
externe. Mais dans le cas de l'audit interne, il n'est pas admissible que les audités ne collaborent pas. Mais comme on le sait, il y a toujours des chats à fouetter. Les personnes essaient de cacher leurs erreurs. Et là, nous comptons sur le degré de compétence. Le degré de compétence, et c'est une norme de qualification, degré de compétence de l'auditeur qui doit quelque part, je dirais pas pousser, mais amener les audités à collaborer. Troisième élément, c'est la gravité de la situation. Quand vous êtes en mission d'audit, c'est normal qu'on affronte beaucoup de difficultés pour faire notre travail. Et du coup, le premier élément qui est très essentiel à évaluer en matière de gravité de la situation, c'est quels sont les risques qui ont été acceptés par le manager, c'est-à-dire qu'un manager, quand il exerce dans le cadre d'un certain, dans le cadre d'une certaine acceptation du niveau de risque. C'est-à-dire, c'est un peu dans l'esprit de prise d'initiative et essayer de gagner. Parce que s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de gain quand même. Mais l'auditeur doit évaluer est-ce que ces risques sont trop élevés. Trop élevés. Et la situation devient de plus en plus grave et il nécessite un bon recadrage quand il y a des irrégularités, des dysfonctionnements et des soupçons de détournement. Pourquoi j'ai dit des soupçons? Parce qu'on n'a pas encore des faits pour vérifier. Donc on dit des soupçons de détournement. Parce que si vous dites détournement, c'est que les conclusions sont là et les faits sont là. On n'a pas besoin de votre travail, s'il vous plaît. Et donc, soupçon. المتهم بريء حتى تثبت إدانته. On passe au quatrième élément qui concerne un peu recadrer les ressources disponibles. Et recadrer les ressources disponibles, nous les avons mis en matière de budget et temps. Parce qu'on sait bien qu'il y a une relation dialectique entre le budget et le temps. Ils vont de pair. Et bien évidemment, quand on dit budget et temps, ils sont déterminants à des éléments que nous avons déjà signalés. C'est-à-dire le périmètre et l'étendue de l'audit dépendra de ce que la direction générale et le conseil vont mettre à ma disposition en termes de ressources. Bref, pour ne pas trop étayer sur cette situation, j'aimerais bien que vous gardiez en tête 1, 2, 3. 1. Le budget est suffisant et bien évidemment adéquat et le temps également est suffisant et adéquat. Nous sommes devant une situation paisible d'audit interne qui peut prendre son temps et engager ce qu'il veut de manière à arriver aux bonnes conclusions et aux bonnes recommandations. Nous avons une deuxième situation. Une deuxième situation, c'est celle où le budget, disons, est acceptable ainsi que le temps. Et le temps n'est pas très étendu. Dans ce cas de figure, on parle de quick audit. Un audit rapide. Et dernière situation, tout est presque insuffisant ou l'étendue n'est pas très important quand même. Et donc le budget, le temps presse et le budget alloué n'est pas assez important et également l'étendue. On parle ici de very quick audit, très rapide, l'audit très rapide. Je reviendrai sur les commentaires tout à l'heure et je vais les lire de manière à, dans le cadre de la pause, de commencer avec ces commentaires-là et vos questions. Cinquième élément, c'est les compétences de l'auditeur. Les compétences de l'auditeur. Les compétences de l'auditeur, ça va de soi. Soit il les a, soit il doit se doter de compétences supplémentaires pour l'aider, mais de toute façon, il est le premier responsable. C'est-à-dire, il est le senior. Et ce senior-là doit mener à bien ses missions d'audit, plus particulièrement, s'il vous plaît, avec impartialité et avec obligation de rapporter tout fait ou tout événement ou tout risque
qu'elle a détectées dans ses rapports ultérieurs. Very quick audit, ça signifie, comme je l'ai dit, un audit très rapide. Vous avez à auditer, par exemple, une application, par exemple, informatique, qui est déjà là. Est-ce qu'il fonctionne parfaitement? Est-ce qu'on peut l'améliorer ou pas? Et donc, comme on le sait, que dans le domaine informatique, surtout pour les applications, la vérification se fera d'une manière très rapide. Ça ne nécessiterait pas beaucoup d'affectation de ressources et le temps est très déterminant et vous l'avez constaté déjà avec les enseignements à distance et tout ça. Par exemple, quand on a vérifié l'application Zoom par la DGSN, la Direction générale de la sécurité, de la sûreté nationale, et qui avait émis, par exemple, un document, un communiqué pour dire aux gens, attention, l'application Zoom présente certains risques inhérents. Ces sortes d'évaluation et d'audit là, qui étaient very quick audit. Bon, j'ai dit que, je reviens à l'élément 5, c'était les compétences de l'auditeur. J'ai dit l'impartialité et l'obligation, l'obligation de donner des faits à toute conclusion et à toute recommandation. Dernier élément, s'il vous plaît, c'est l'appréciation des risques potentiels et inhérents. Évaluation des risques potentiels et inhérents. J'aimerais regarder critique ou lors d'une situation critique ou après. L'auditeur, s'il vous plaît, il peut intervenir dans toute situation, il ne va pas attendre le beau temps pour faire sa mission. Quand sa mission est programmée, a priori, c'est à lui d'évaluer a priori, est-ce que il y a de grands risques ou pas, est-ce que la situation est grave ou pas, donc il n'attend pas toujours le bon temps. Comme je l'avais signalé, il y en a deux situations où intervient notre auditeur. Soit dans une situation où il doit donner un avis et donner des recommandations dans une situation assez délicate, ou dans une situation de beau temps, c'est un peu comme vous êtes en bonne santé, t'as pas besoin d'attendre à ce que vous soyez malade pour aller chez le médecin. Parfois, tu peux aller chez le médecin en tant que, je dirais entre guillemets, patient, même en étant en bonne santé pour faire un bilan, tout simplement, et savoir quels sont tes gisements de force et de faiblesse de manière à améliorer. Donc, s'il vous plaît, c'est pas tout le temps que l'auditeur va attendre à ce que la tempête passe pour qu'il intervienne. Il peut intervenir en matière de tempête, comme il peut intervenir en matière de bon temps dans une organisation. Sixième élément et dernier, c'est l'appréciation des risques potentiels et inhérents à l'activité. Bien évidemment, l'appréciation du risque concerne quatre phases. La phase de l'acceptation de la mission, il doit connaître quels sont les risques qu'il encourt et quels sont les risques qui sont acceptés par le manager dès l'entrée. Puis, il doit également les identifier au milieu. Il doit également savoir évaluer ces risques potentiels et inhérents au moment de rédaction des programmes de sa mission et en fin de compte, bien évidemment, chemin faisant, en travaillant, il doit revoir à nouveau les risques qu'il avait identifiés. Ainsi se termine bien évidemment cette première section. Si vous avez des questions, vous pouvez les poster puisque je viens de répondre à deux questions déjà. On passe rapidement à la deuxième section, qui porte sur l'outillage et méthodologie, qui n'est pas très longue, et donc on va la voir pour essayer d'économiser notre temps. Ok, l'outillage méthodologique, s'il vous plaît, là, vous avez trois éléments. 1, 2 et 3. Le 1, c'est les modes d'investigation et de collecte des données. Mode d'investigation et de collecte de données. Je donnerai une métaphore de manière à ce que je rapproche cette idée de vos esprits. Quand vous allez à un entretien de recrutement dans une organisation ou dans un ministère ou entreprise ou autre, est-ce que vous allez directement, sans pour autant collecter des informations et connaître qu'est-ce que fait cette organisation? J'attends votre réponse. Non.
Et c'est évident, il faut bien identifier dès le départ les modes d'investigation et de collecte. Deuxième élément, c'est les méthodes que vous allez adopter pour analyser les informations et les données que vous avez collectées. Et dernier élément en matière de méthodologie, c'est la profondeur de l'analyse. La profondeur de l'analyse. C'est-à-dire que l'analyse, plus vous avez du temps, plus vous avez du budget, il faut aller en profondeur. C'est ce que fait généralement l'auditeur interne. On commence par le premier, pour ne pas s'attarder. Les modes d'investigation, s'il vous plaît, sont en nombre de deux. Deux modes d'investigation. Le premier mode, c'est le documentaire, et nous l'avons déjà parlé sur pièce. Avant d'aller sur le terrain, avant que le médecin te mette sur la civière, sur le lit, afin de t'examiner, il vous demande de lui donner l'historique de votre santé. Autrement dit, il vous demande tous les documents, tous les analyses que vous aviez, toutes les radios que vous aviez, avant qu'il ne te recommande une radio ou une analyse ou te met en examen clinique. Et donc, on ne passe pas à l'examen clinique avant d'examiner les documents et de discuter avec le malade. C'est la même chose en matière d'audit interne. C'est ce qu'on appelle l'approche documentaire. Il s'agit de collecter tous les éléments nécessaires autour de l'organisation et sur l'organisation de manière à avoir une idée sur cette organisation ou sur ce projet, cette opération. Bien évidemment, nous avons dit que ça peut être global comme ça peut être précis. Deuxième approche, c'est d'aller sur place. Aller sur place. Vous avez examiné par exemple les rapports de contrôle, vous avez examiné les anciens rapports d'audit, vous avez vu les textes juridiques, qu'est-ce qu'ils prévoient, vous avez examiné les statuts, qu'est-ce qu'ils prévoient, vous avez par exemple examiné les tableaux de bord, vous avez examiné tas de documents. Maintenant, il faut aller au terrain pour avoir une meilleure connaissance. Et donc, c'est l'approche terrain sur place. Et vous l'avez compris, même dans les PFE, il y a une phase de concept et de cadrage conceptuel et théorique, et il y a une phase terrain. Et cette phase terrain, parfois peut être menée sur des bases de données, ça peut être mené par questionnaire, par interview, par. Ce qui nous intéresse, c'est que toujours on a besoin de terrain. Et dans le terrain, il y a les sondages, par exemple, par les questionnaires, les entrevues personnelles, les focus group, les observations. Tout ça, on va y revenir bien évidemment. Élément central, quand on va dans le terrain, faites très attention à décaler ce que disent les gens de ce qu'ils font. Ce qu'ils disent, il faut le vérifier avec ce qu'ils font. Ne pas se fier et uniquement au dire, aux entrevues. Et il faut examiner. C'est un peu comme si vous avez, en examinant par exemple dans le processus financier, vous avez examiné les documents des stocks et les inventaires du stock et vous aviez constaté que les stocks sont très importants. Mais si quand vous êtes allé au terrain, et l'auditeur doit le faire, il a trouvé que peut-être les stocks n'étaient pas adéquats par rapport aux inventaires qu'il avait regardés. Et donc, c'est très essentiel. On passe, si vous permettez, il y avait pas mal de questions déjà qui sont assez longues et ça me pose un problème de les regarder sur mon téléphone. Comme vous le savez, on utilise plusieurs outils, PC, téléphone, avec bien évidemment je dirais la qualité qui reste à désirer, mais quand même, on est connecté et vous me voyez, je ne vous vois pas, mais déjà c'est pas mal quand vous écrivez. Et donc on passe aux méthodes d'analyse. Les méthodes d'analyse, pour abréger, ils sont en nombre de 3. Et ils vont dans un ordre progressif. Première méthode, et qui est la plus utilisée au départ, c'est la méthode analytique. Décortiquer la chose en ses petites composantes de manière à analyser chaque composante à part. C'est un peu comme dans l'électricité.
Quand ça ne marche pas, vous allez voir la lampe, vous allez voir le câblage, l'interrupteur, la source, la batterie, tout ça. Donc, vous allez décortiquer. Décortiquer. Chaque élément, vous allez le tester pour voir est-ce que ça fonctionne ou pas. C'est la même chose. Si vous allez, par exemple, examiner toute l'organisation, vous allez, par exemple, aller décortiquer département commercial à part, département financier à part, département RH à part, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Deuxième méthode, c'est la méthode systémique. Je vais supposer que tout marche bien quand elle est prise séparément. Mais dès qu'on connecte les choses, il ne marche plus. Et du coup, il y a quelque chose qui se déroule et qui naît de cette relation. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'analyse systémique. Analyser les choses dans le cadre de leur relation. C'est les analyser en système. Les analyser en système. On appelle ça la méthode systémique et elle est un peu plus complexe, bien évidemment. Il nécessite plus d'outillage, de travail. Dernière méthode qui complète la première et la deuxième et à laquelle on peut recourir en cas de nécessité, c'est le benchmarking. Benchmarking, c'est comparaison. Pour ne pas avoir peur de ce jargon en anglais. Comparer avec autre chose. Comparer avec autre chose. Et se comparer avec autre chose peut être comme suit. Soit comparer en interne, c'est-à-dire l'organisation temps 0, temps 1, c'est-à-dire la comparer avec elle-même, mais à deux moments différents. Soit comparer l'organisation avec l'extérieur, Et là, vous avez une règle très essentielle. Toute chose doit être égale par ailleurs. On ne peut pas comparer l'incomparable. Si vous êtes en train d'auditer une PME, par exemple, de fabrication des masques sanitaires, il faut la comparer par rapport à une similaire qui fabrique la même chose et qui a la même taille. On ne peut pas prendre une grande structure avec une petite structure. Le benchmarking doit répondre à certaines règles. Dernier élément, et le temps court, et on est déjà à quasiment 28 minutes peut-être, la profondeur de l'analyse. Comme vous le savez peut-être, et vous allez en témoigner peut-être avec un commentaire, le manager va de la stratégie jusqu'au contrôle. Le manager va de la stratégie jusqu'au contrôle. Et le contrôle vérifie et nous donne des résultats. À votre avis, l'auditeur, d'où il commence sa mission? J'attends un petit moment. Quelqu'un peut écrire rapidement? J'attends. Impeccable. Prière, monsieur, de toujours laisser les lives enregistrés. Oui, ils sont toujours enregistrés. Pas de souci. Ils sont sur la page Face. Je les ai mis sur YouTube également et je les ai mis également sur la plateforme de la faculté. Merci Monsieur Driss. Merci NS. Merci Omeima. Merci tout le monde qui a dit il commence par les résultats. Merci bien évidemment aux super fans. Il commence par les résultats. Donc, la première profondeur, c'est un peu comme à la surface. On va mettre l'iceberg, je ne parle pas du Titanic, je parle de l'iceberg. L'iceberg, la partie cachée de l'iceberg est plus importante que la partie apparente. La partie apparente, c'est les résultats. Et donc, on n'est pas en profondeur. Et on vient juste de commencer, c'est d'analyser les ratios et les résultats. Ces résultats peuvent être quantitatifs, comme ils peuvent être qualitatifs. Ils peuvent être quantitatifs, comme ils peuvent être qualitatifs. On descend un tout petit peu dans l'iceberg. On descend sous l'eau. En descendant sous l'eau, qu'est-ce qu'on trouve? Celui qui nous a donné les résultats, qui a contrôlé les résultats, qui a mis les systèmes, qui vérifie les résultats. C'est le contrôle interne. Et ce niveau-là, on l'appelle le niveau de la fiabilité. Est-ce que les résultats que j'ai obtenus sont fiables? Et on appelle ça l'analyse du contrôle interne. D'où l'auditeur interne, il analyse
le CI, le contrôle interne, et on va voir par la suite qu'il dresse même un questionnaire pour ce travail-là. Et c'est pourquoi on l'appelle contrôle du contrôle. Contrôle du contrôle. Analyser le contrôle interne, et je vais vous lire un peu rapidement. Et il analyse les documents normalisés, les budgets. Il analyse les modes de supervision et de les modes de supervision du travail et les modes de rétroaction. Il analyse les systèmes d'autorisation et approbation. Comme vous le savez, toute chose qui doit passer, c'est un peu comme l'engagement de la dépense. Pour engager la dépense, il doit passer par l'ordonnateur. Par la suite, on vérifie est-ce que les fonds sont suffisants. Ça doit passer par le contrôleur. Et en fin de compte, on exécute la dépense. C'est un peu ce circuit-là sur lequel l'auditeur va porter tout son intérêt. Bien évidemment, il va revenir sur le référentiel d'organisation de séparation des tâches, sur le système des enregistrements comptables, sur le registre des inventaires physiques et actifs, sur la qualité du système d'information. C'est ce qu'on appelle, et d'ailleurs Petit Sam vient de le signaler, c'est la fiabilité. Fiabilité, c'est-à-dire est-ce que c'est sûr ou pas? Est-ce que le système qui a produit les résultats est bien fait ou pas? Est-ce qu'il est fiable ou pas? Et on arrive à la dernière profondeur, c'est l'analyse des risques. Et on l'appelle la précaution. Quand vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de dysfonctionnement, vous n'avez pas d'anomalie, il faut chercher, est-ce que vous ne présentez pas des risques? Est-ce que le management ne présente pas des risques? Le contrôle est bon, les résultats sont bons, le contrôle est bon. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être caché et qui est probable? Parce que qu'est-ce que les risques? Les risques, c'est quelque chose qui est probable à survenir. Il n'est pas encore là. Il peut arriver un jour. Il peut arriver un jour. Et du coup, l'analyse des risques peut porter sur beaucoup de choses, telles que la politique de l'organisation, son mode de structuration, le système de gouvernance et de prise de décision, le fonctionnement du management, les processus, comment ils fonctionnent, le secteur d'appartenance de l'organisation. Tout ça est très essentiel. Donc, vous avez déterminé quels sont les modes d'investigation et collecte. Vous avez également déterminé les méthodes à utiliser, analytique, systémique, benchmarking. Pas nécessaire de les utiliser toutes les trois, mais ça va dans le progressif. Plus l'audit est important, plus on utilise. Et vous avez déterminé la profondeur. La profondeur a commencé par les ratios, puis la fiabilité, puis le bas de l'iceberg, le pied de la montagne. C'est la précaution, de manière à savoir qu'est-ce qui se passe. Cette montagne qu'on vient, cet iceberg qu'on vient de dresser s'appelle la méthodologie. On va fixer grâce à ça notre méthodologie qui doit être adéquate. On doit motiver nos choix. C'est pourquoi j'ai dit recadrage de la situation et choix. Motiver auprès de qui? De la direction générale et du conseil. D'administration de l'organisation. Si vous êtes auditeur externe, motivé auprès de qui? Du commanditaire. Du commanditaire. Celui qui vous a commandité l'audit. Et bien évidemment, il doit expliquer les conditions de mise en œuvre. Recadrage, n'oubliez pas, pour mener à bien sa mission. Ainsi se termine cette première séquence matinale. J'espère qu'il n'y a pas eu interruption de l'Internet et que l'enregistrement final serait de qualité. Sachez que j'ai éteint tous les outils qui tirent dans la maison du Wi-Fi ou qui sont connectés directement de manière à se consacrer uniquement à ces séquences-là en utilisant un seul téléphone à la maison qui est connecté et en empêchant tous les autres à travailler avec. À la prochaine, dans 15 minutes, si vous le permettez. À tout à l'heure. À tout à l'heure.